Bon, Martin, es-tu allé voir Paul McCartney hier au Centre Bell? Non, Ah, mais ça m'a tenté. ah oui. Ça t'a-tu tenté? Encore ce matin, en préparant les notes du balado, C'est possible? C'est encore possible? je regardais les prix pour ce soir. Arrête Je me disais, donc. ouais. Mais L'as-tu déjà vu? je pense pas y aller. Non. Tu l'as jamais vu en plus? Tu l'as vu, toi? Je vais le voir ce soir. Arrête donc! Ah, j'en savais rien! Ben, j'ai fait exactement la même chose que Martin. J'ai regardé les prix hier Sauf que t'es passé à l'action. et je suis passé à l'action. Je vais y aller avec mon papa. Oh, Grand le fan, bon fils. Grand fan. Ah, le bon fils. Mais là, je pensais qu'il l'avait jamais vu, mais il l'a déjà vu Il l'a deux déjà fois, vu. je pense. Non, ben là. Regarde. Il était là, son père, au il- show des Beatles. il était au Ed Sullivan Au Fab Theater. Four. Oui, exact. Il est à The Cavern. Exact. Est-ce qu'on fait trivia? J'ai déjà vu ça. Il se tenait au cavern. Il se tenait là. Il était waiter au Cavern, Alain. Qu'on salue. Palin. Ah bon? Moi, est-ce que c'est cette fois-ci ou la fois d'avant? C'est quand la fois d'avant? Savez-vous? 2018. À Montréal? Oui, Ouais. 2018. C'est peut-être cette fois-là. Ma blonde me dit, ça te tente? Puis mais je l'ai fait la démonstration souvent ici. Là. Je suis pas le plus brillant. Parce que j'ai dû répondre à un truc comme, oh, tu sais, on s'entend, là, ça fait presque 10 ans, là, 2018. Ouais, Bon, j'exagère, 2011 là. avant. Ben, 7 ans. 2011 avant ça. Puis je sais pas, mon sentiment, c'était comme, je sais pas, c'est comme... faut arrêter de vivre dans le passé. Ou je sais pas, c'est des vieilles, c'est ça. Alors que là, c'est le sujet de conversation. C'est bien mieux d'aller voir Ariane Roy, là, étoile montante Voilà. de la chanson québécoise. Là, j'ai demandé justement à ma blonde qui est la DJ en chef à la maison, puis on va vous faire une liste, là. Parce que là, avant d'enregistrer, la semaine passée, vous avez fait des commentaires durs sur l'état de la musique québécoise. Là. On a une liste. J'arrive là, avec une liste, OK. éventuellement. Mais donc, tu y vas, mais on ne l'a jamais vu, personne. Non, on l'a jamais vu personne. Et J'aurais misé sur Martin, mais comme toujours, il nous déçoit. Non, c'est pas vrai. comme toujours. toujours. C'est une Je blague. pensais pas. Mais Écoute, moi, je suis content. je savais pas que tu y allais. Puis là, je suis en train de me dire, as-tu une coupe de 100$ à me passer? Ben, c'est ça, les prix étaient... J'aurais eu. Je me demande à Alain si il est repu. On se connaît. Ah oui, il est repu. Ah, c'est ça, je il est pourrais déjà prendre. allé avant. Mais non, les prix étaient relativement abordables là, C'est hier, ça. la veille. Donc, Il n'y a pas tant d'écart entre ce que tu aurais payé si tu l'avais acheté. j'imagine que j'aurais payé beaucoup plus cher. Ah oui, c'est ça, Ouais, ça ouais, arrive, c'est ça. ça, exact. Ah, si je l'avais acheté en amont. Oui, En oui. tout cas, j'ai écouté une entrevue avec un fan fini de Paul McCartney qui allait hier et qui sera là ce soir à l'émission du matin dans le Grand Montréal. Ça, c'est bon, ça. Puis lui avait... bon, c'est sûr que lui, il voulait l'expérience complète, mais quand il a essayé d'acheter ses billets parmi les premières rangées, puis c'est une espèce de fan zone, donc ça vient avec des petits cadeaux, des petits cossins, des petites bebelles, tout ça. Pour 3 billets, 17 000 Et là. C'est pas ce que j'ai payé. OK. Bon, je suis pas en première rangée non plus. Tu n'auras pas les petites J'aurais pas les petites bébelles, non. Mais là où je voulais, parce que je savais pas que tu y allais, puis enfin, ça remet tout En question, ouais. Mais je voulais vous demander, la légende, la plus grosse légende vivante que vous avez vue en C'est spectacle, une bonne question, ça. puis je me la suis posée. Moi, je pense que c'est Robert Charlebois, que j'ai vu en 2015, alors qu'il avait entamé la 70 ans et plus. Je l'avais trouvé... Est-ce que c'est ça, McCartney? Est-ce que c'est pour ça que je voulais pas y aller? Est-ce que j'ai peur que ça ressemble pas Ouais. Alors que Charlebois, c'était ahurissant j'en revenais pas, l'aplomb puis la voix. C'était la même voix. C'était la même voix que sur les enregistrements Ce qui est qui ont extraordinaire. 40 ans. À tu sais, quel qui âge, datent ça? de- Il y avait Ah, il y quel âge? avait 70 Parce passés. que là, il est dans les 80. C'est ça. J'ai écouté le spectacle à Saint-Jean à la dernière fête nationale, puis c'est lui qui a volé le show, là, Charlebois. C'est quelqu'un. C'est impressionnant. Moi, je pense que le plus grand nom, qui n'est pas nécessairement mon artiste préféré, mais que j'ai ouais, c'est ça. beaucoup apprécié, Ah, moi, le je plus l'ai grand nom que j'ai Charlebois, vu, je l'ai. je pense que c'est Stevie Wonder. Ah, quand même. Ouais, OK. C'est pas pire. ouais. C'était très bon, j'avais adoré ça. Au Centre Bell, en 2007, de mémoire. Je n'ai pas réfléchi. Là. Non. En anglais, j'ai pas vu. J'ai vu plus de l'actuel, je pense. Hmm. Bon, Martin, t'es gêné? Tu veux pas nous dire que t'as vu... Je suis pas gêné. Quand j'étais ado, j'ai vu Michael Jackson, Oups, OK, bon. j'ai vu Madonna. Oh, ouais. Oh! Mais Madonna, j'ai été l'année C'est dernière. récent. Ah, Ce sont des C'est vrai, c'est récent. Ce Ben sont oui. des légendes. Tu sais, Ouais. quand elle repasse par Montréal, tu te dis, Mhm. non, c'est peut-être la dernière C'est fois. ça. C'est peut-être. Fait que c'est ça, j'en ai vu quelques-uns. Charlebois, je l'ai vu.
c'est drôle que tu parles de Charlebois parce que je l'ai vu il y a longtemps dans un spectacle de Saint-Jean. Puis, écoute, ça fait peut-être 35 ans de ça. Puis c'est resté des images magiques. Il chantait sur la rue Saint-Denis, si ma mémoire est bonne. Ah ouais. Dans le bas de la côte, là, puis c'était absolument féerique. C'est ça. On est chanceux. Quand on a des grands artistes contemporains comme ça, qu'on a la chance de les voir, il faut des fois forcer un peu, mais c'est ça. J'ai regardé pour Paul McCartney les prix au début, là, quand ils ont été mis en vente, j'ai dit, bon, ben... Exact, moi aussi. Je l'aime beaucoup, mais je l'aime pas tant que ça. Je l'aime pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Moi aussi, j'avais abandonné à ce moment-là, puis c'est pour ça que quand j'ai vu les prix hier, je me suis dit, aïe, c'est... Comme tu viens de l'expliquer, c'est une occasion à saisir. Oui, peut-être la dernière. C'est probablement la dernière fois. Bon. Moi, j'ai chanté avec Charlebois, mais ça, je vous raconterai ça en direct de pour un l'univers? épisode. Un épisode sur le Dark Web. Ah oui. OK. Aujourd'hui, aimes-tu tes nouvelles combines? Ça va être la guerre. Et des nouvelles du petit Gavin. C'est tellement... ça rime, mais c'est accidentel, mais comme tout ce que je fais. C'est tellement hockey, épisode 441. Il est votre journaliste avec aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Bonjour, Alexandre. Bonjour, messieurs. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. T'sais, on court après les standards. On court pas après le scoreboard. Ça va se faire prendre soin de soi-même. Si on amène ces intentions-là puis on gère ces standards-là, on va être correct. Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien à Columbus, où apparemment qu'il y avait toute une ambiance. Oui. Avec des canons et tout. Ouais, ben, il y a ça le prend canon, des canons pour faire retentir l'ambiance. Pour compenser le fait que l'aréna est à moitié plein. Oui, exact. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, une 6e défaite en 7 matchs pour le Canadien. Jacques-Alexis aimerait savoir, c'est quand qu'on tire ou qu'on pèse? Qu'on tire. Qu'est-ce qu'on a, nous autres? C'est un bouton d'alarme ou une sonnette? C'est quoi notre technologie? Une bobinette et une chevillette Shera, non? Puis j'ai dit à Jack, nous autres, on n'a pas ça, ce bouton-là. On n'a pas ça. Est-ce qu'on panique jamais? Non, voilà, on reste cool. Comme Martin Saint-Louis, ouais. Qui essentiellement répète le même message. Je dis pas que c'est pas pertinent, mais c'est ça qui est ça. Mm-hmm. Alors, les gars, merci d'avoir été là. Puis on se retrouve la semaine prochaine. C'est une séquence difficile pour le Canadien, mais en même temps, je trouve que cette fiche-là qu'ils ont, là, qui est de 10-6-3, est assez fidèle à la valeur de ce qu'ils ont fait depuis le début de la saison, non? Donc, tu parles de la fiche globale là, depuis le début de l'année. Oui, on se fait généralement rattraper par quand on réussit à grappiller des points de façon peut-être un peu chanceuse, mais ici et là, ben, généralement, ça nous rattrape un peu plus tard. Puis, contre Columbus, hier, ils auraient pu sortir avec la victoire. Ça n'a pas été le cas. Ils ont perdu un autre match en tir de barrage aussi. Ça fait 2 fois en fusillade. C'est contre les Flyers, si ma mémoire est bonne. Alors je regarde ça. Le Canadien est 3e dans sa division présentement. Il n'est pas très loin de ne pas être dans le portrait des séries, mais c'est extrêmement serré. Ça n'a pas d'allure. Pour tout le monde. On y Honnêtement, reviendra, c'est mais ça n'a impressionnant. pas d'allure. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Entre le Canadien, 3e dans sa division, et le tout dernier rang de l'association Est, il y a 5 points. Ouais. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Alors, et on s'est dit dès le départ, le CH va se battre pour essayer de se qualifier en séries éliminatoires. S'ils y parviennent, ce sera vraisemblablement dans un poste d'un des derniers laissés passer, ce qu'on appelle communément les wild cards. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que fait le Canadien là. Il y a eu, ce qui est dommage, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est à quel point une équipe qui avait bâti de belles choses et qui, clairement, allait dans la bonne direction, jouait pas parfaitement, mais s'achetait du temps parce que les résultats étaient très bons. Ça n'a pas pris grand-chose pour que la confiance s'effrite là, à un point où il n'y en avait pratiquement plus, je pense, dans les 2 derniers matchs. Alors ça, tu te dis, OK, c'est peut-être le symptôme, un des symptômes du fait que c'est encore une jeune équipe. Et le CH, à chaque fois, l'année dernière, l'année précédente, qui se sont retrouvés dans des séquences de défaites difficiles, ils n'en sortent jamais d'un coup, là, comme ça. C'est pas subi, c'est tranquillement, on rebâtit tout ça pierre par pierre. Whoop, une meilleure prestation comme on a vu hier à Columbus. Whoop, on revient dans un match, on grappille un point, puis éventuellement, ils s'en sortent. Alors, je pense que c'est
ça devrait être la voie là, qu'on va voir se développer dans les prochains jours. C'était vraiment un pas dans la bonne direction. Puis si le passé est garant de l'avenir, c'est généralement comme ça qu'ils sortent de séquences un peu plus troubles. Comme un gros diesel. Ça démarre, ça c'est long prend un petit peu plus de temps à redémarrer. Une fois que c'est parti. Mais ils sont capables de... Ce que ça nous démontre, c'est qu'ils sont capables de chuter en bas de la falaise de 15 pieds encore, directement. C'est possible. Ils étaient C'est ça, les chutes sont... relativement haut perché, sont capables de tomber. Puis je parle pas juste... Ces 4 défaites, ils ont quand même amassé un point. C'est pas catastrophique. C'est dans la façon Absolument. de se faire dominer, particulièrement contre les Kings et contre les Stars. Oui, là, il y a une chute en bas d'une petite falaise, d'une douzaine de pieds peut-être. Beaucoup de choses à dire. Vas-y, Martin. Non, mais On va au café. La saison dernière, il y avait 3 raisons qui expliquaient particulièrement pourquoi le Canadien avait réussi à se qualifier en série. Il y avait un groupe important de joueurs de l'équipe qui avaient connu leur meilleure saison depuis 6 ou 7 ans. Il y avait... l'équipe avait été épargnée par les blessures. C'était la première fois, je pense, j'avais fait le décompte. Ouais. C'est la première fois en 20 ou 25 ans que l'équipe avait eu 12 joueurs et plus qui avaient pris part à 70 matchs et plus. Et ça faisait contraste avec les 500 matchs ratés en raison de blessures qu'on avait vu au cours des saisons précédentes. Et l'autre raison, c'était que les gardiens avaient très, très bien performé. Et là, si on regarde la séquence récente, là, depuis le début du mois de novembre, le Canadien est 31e en ce qui a trait à la performance des gardiens dans la Ligue nationale, 849. Quand tes gardiens ne jouent pas pour 500 dans un match, tu as une chance sur 4 à peu près. Pour 900, tu veux dire? Pour 900, qu'est-ce que j'ai dit? 500. Ah, OK, pour 900. Ouais. Quand tes gardiens, ça va très mal. Chances, Alors donc, je reprends. Quand tes gardiens ne maintiennent pas une moyenne de 900 dans un match, tu as à peu près 24-25 des chances de remporter le match. Et là, c'est pas mal ça qu'on voit à répétition. Le Canadien a 19 matchs de jouer. Il y en a 12 au cours desquels les gardiens n'ont pas joué pour 900 sur 19. Et là, ça, depuis que le mois de novembre est arrivé, ça s'est vraiment accentué. Là, ils sont parmi les gardiens les moins performants de la Ligue. Et tu regardes le match d'hier, je trouve que c'est... Tu sais, la dégelée, on en parlait la semaine dernière, la dégelée contre les Stars de Dallas, les chances de marquer étaient 9-7 en faveur de Dallas après 2 périodes. C'était 5-0 là, sur 7 chances de marquer. Tu ne peux pas te relever de ça. Hier, le Canadien, sur la route, a accordé 8 chances de marquer de qualité dans le match. Normalement, tu es supposé de remporter ce match-là. Puis le Canadien en a obtenu 16. 16-8 les chances de marquer de qualité, sans bénéficier d'un avantage numérique dans le match. Fait qu'il aurait dû remporter ça. Possession de rondelles, 56,7 % en faveur du Canadien, ou les tentatives de tir, la maîtrise des tentatives de tir. Alors, il aurait dû remporter ce match-là. Alors, le bon vieux dicton, montre-moi un bon gardien, je vais te montrer un excellent entraîneur. Alors, quand Martin Saint-Louis sort après le match puis il dit on a joué selon nos standards, puis si on continue à jouer comme ça, on va remporter des matchs, je ne suis pas inquiet, on ne court pas après le tableau. Le tableau ne bougera pas, mais c'est ça. Ce qui est écrit sur le tableau va changer si tes gardiens jouent. La moyenne dans la Ligue nationale en ce moment, en passant, une petite statistique intéressante, la moyenne globale des gardiens dans la Ligue en ce moment, c'est 897. La moyenne des gardiens chute constamment depuis 10 ans. Ouais. Mais là, elle est à son plus bas depuis 1993 en ce moment. Peut-être que ça va s'améliorer au fil de la saison parce que les défenses vont se raffermir et tout ça. Mais quand même, le Canadien, avec sa moyenne de... les gardiens du Canadien, avec leur moyenne de 849, là, c'est beau. Ils accordent des chances, des buts sur des chances de marquer de haute qualité. Mais il faut que tu en arrêtes quelques-unes sur ces chances de grande qualité-là. Puis là, on dirait que... on dirait qu'ils ont beaucoup de difficultés avec ça. Mais est-ce qu'il y a tant de fois dans un match où tu te dis aïe, quel mauvais but? Ou il aurait dû arrêter? Ça, non. Pas tant que ça. Non. Mais visiblement, c'est pas ça le problème. Mais il faut que tu en arrêtes des chances de à l'occasion, il faut que tu en ça. voles quelques-unes, c'est sûr. C'est pas qu'ils se donnent des mauvais buts, c'est qu'ils s'en arrêtent pas des bons. C'est ça. Non, mais c'est Ça ça. n'arrête pas assez de bons tirs. Dans le match de samedi contre les Bruins, avec raison, tout le monde s'est accroché au fait que le Canadien avait été 0-7 en avantage numérique. Ça aussi, là, ça coïncide. La performance des gardiens, en plus, avec l'avantage numérique qui n'a pas marqué depuis 6 matchs, tu as un but de différence là, qui peut... tu vas chercher un but, un avantage numérique, ça peut faire basculer le match.
Mais le match contre les Bruins, il s'est joué, le résultat final s'est joué sur un tir de la ligne bleue qui s'est faufilé dans la circulation et que Samuel Montembeault n'a pas vu. Là. Ça a été un but plate comme ça qui a décidé de la rencontre. Mais, tu sais, et j'ai le même réflexe de décortiquer que toi, Alex, de décortiquer chaque but puis me dire, ben là, ils l'ont laissé tout seul dans l'enclave. Là, le gars va marquer, mais... Faut une fois de temps en temps, il faut qu'il y ait un arrêt. Mais est-ce que... parce que c'est ça, à l'œil, c'est pas si évident que c'est un problème. Parce que statistiquement, c'est clairement un problème. Oui. Tu viens d'en faire une démonstration éloquente. Mais à l'œil, c'est pas si évident. Est-ce que, je dis ça comme ça, il y a peut-être un peu de malchance? Ah, ben c'est possible. Parce que c'est vrai que ça rentre. Tout ce qui a une chance de rentrer, rentre. Et à l'inverse, souvent, les Canadiens ils ont un joueur dans l'enclave. Puis est-ce que c'est parce qu'ils lancent directement sur le gardien? Parce que ça aussi, tu t'aides pas. Mais il y a bien des affaires qui ne rentrent pas. Mais tu sais, quand je parlais de fiches relativement fidèles à leurs prestations depuis le début de l'année, c'est un peu ça aussi. Ils ont gagné des matchs en début de saison avec des buts en fin de rencontre. On poussait ça en prolongation, on allait chercher la victoire. C'était bon. Il y a plusieurs de ces matchs-là aussi où le ratio de buts anticipés, là, donc la qualité des chances de marquer par l'adversaire et le nombre de buts qu'ils auraient dû marquer en fonction de ce que le Canadien était en mesure de produire, de générer, était à l'avantage de l'adversaire. Oui. Et le Canadien finissait par l'emporter quand même. Donc, ces affaires-là, là, ça finit généralement toujours par se corriger. Des fois, il y a des très, très longues tendances qui peuvent s'étirer sur une demi-saison même. Il y a des anomalies qui durent presque des saisons entières à l'occasion, puis après ça, on voit des équipes chuter l'année suivante. Des corrections. Plus tu t'éloignes de la moyenne statistique, plus la correction est grande. Est violente, exactement. Puis je pense pas que le Canadien soit dans une situation comme celle-là, mais en ce moment, oui, les gardiens ne sont qu'ordinaires, on va dire ça comme ça, présentement. L'avantage numérique ne marche pas. Quand on donne des chances de marquer, souvent, ce sont de belles. Là. Il y a ça aussi. Quand on fait juste regarder les statistiques de il y a eu tant de chances de marquer, tout ça, elles ne sont pas toutes égales, on s'entend. Alors là, tout ça qui concorde pour mener à cette petite débandade-là. Mais je pense pas qu'il faut, pour répondre à Jack, je pense pas on l'a cherché. Qu'il faille s'inquiéter outre mesure présentement. Mais cela dit, si les gardiens, autant ils ont eu une saison très bonne l'an dernier, si les gardiens jouent de façon ordinaire correct, cette année, ça va être plus difficile. Oui, puis au début, Dobèche venait un petit peu... il a faussé. Il venait racheter les errances de Samuel, mais là, si en plus Saint-Louis ne peut pas se rabattre sur lui, ça commence à être un petit peu plus un problème. Et les blessures font mal, là aussi, honnêtement. Là. C'est une séquence de malchance. Ce sont de longues absences. C'est pas juste des blessures. Dire il va revenir la semaine prochaine. C'est plusieurs semaines. C'est des mois d'absence. Et il va y en avoir d'autres. Qu'on va toucher du bois. On ne leur souhaite pas ça, mais la rigueur du calendrier, compressé, tout ça. Puis c'est même pas commencé, en plus, pour eux, la rigueur du calendrier. Ouais, puis c'est la Ligue nationale. Là, tu peux recevoir un tir frappé sur un pied n'importe quand. Ouais. Ça veut dire que ça risque d'en avoir d'autres aussi. Puis déjà, la profondeur est mise à mal. Là. Le pire dans tout ça, c'est ça. Ton point est bon, mais c'est à partir de bientôt que la rigueur du calendrier va les rattraper. Ils bénéficiaient d'un horaire plutôt favorable, le CH. Il y avait quand même des voyages à l'étranger, mais en termes de fréquence de match joués par jour, là, vous comprenez ce que je veux dire, le ratio match, nombre de jours entre. C'est très mal expliqué, mais vous comprenez. Ah oui. Était vraiment pas si mal. Va se resserrer. Oui, ça va se resserrer énormément à partir du mois de décembre, même avec ce voyage qui s'en vient dans l'Ouest américain, qui ne sera pas de la tarte, là. Utah, Vegas, Colorado en moins de 24 heures, ça va être assez spectaculaire. Là. Ils vont jouer tous ces matchs-là en moins de 24 heures. Les trois en moins de 24 heures. C'est un programme double. C'est un tournoi. C'est un tournoi d'hockey mineur. Ça commence. Premier match à 8 heures le matin, le vendredi 8 heures. Non, mais Vegas, Colorado, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce aux États-Unis. Et Vegas, Colorado, c'est en après-midi. Et avec le décalage, là, ils jouent 2 matchs en 23 heures à Vegas. Chez l'Avalanche après. À Denver. Exact, ce qui n'est pas... c'est pas ce que tu recherches. Non, c'est pas l'idéal au niveau
logistique. Non, Logistique. et pour te relancer, ce ne sera pas évident non plus. Mais Bon. cela dit, ils ont très bien joué contre les Bruins Exact. samedi. Ils ont très bien joué Contre Columbus. Hier. contre Columbus. Alors, ce sont 2 matchs solides, mais à un moment donné, c'est ça, va falloir arrêter les rondelles. On voit qu'il y a une structure, c'est une jeune équipe. Ils font face à de l'adversité et tout ça, mais ils se comportent bien quand même. Ouais. Là. Alors, on verra où ça ira, mais il faut que tu évites quand même. Martin Saint-Louis, publiquement, quand tu es entraîneur, c'est sûr que tu ne vas pas montrer de signes de panique et tout ça. Et je pense pas qu'on est arrivé à la panique, mais comme entraîneur, tu veux pas que ton équipe finisse par se noyer dans l'insuccès. Parce qu'il arrive un moment donné où tu te mets à pelleter juste du négatif et à vivre juste du négatif parce que les joueurs, c'est la bonne attitude d'être axé sur la façon plutôt que sur le résultat. Mais quand les résultats ne viennent pas, à un moment donné, tu remets en question la manière. Ou tu te dis on n'est pas récompensé, il y a quelque chose de pas correct, puis là, ça devient négatif et tu veux pas que ton équipe sombre là-dedans. Et tu peux tricher aussi. Et là, c'est une spirale infernale. C'est la spirale infernale. La spirale Exact. infernale. Non, mais Là, tu l'as ton titre, Jack, pour l'épisode. Évitons la spirale infernale. Mais certainement que le rendement de ses gardiens doit préoccuper l'entraîneur en ce moment. Là, parce que, comme on disait, il pouvait se rabattre sur Dobèche. Ouais. Montembeault, samedi, contre les Browns, je pense que c'était quand même une performance encourageante. Il a eu de la difficulté à les enchaîner, par contre. Alors, à quoi ça va ressembler? Mais enfin, je comprends que statistiquement, ça fait pas de... Il n'y a pas d'ambiguïté. Zéro ambiguïté. Non. Mais à l'œil, je continue de trouver que c'est un peu... c'est ça. C'est pas des grandes performances, mais... Moi, ça m'apparaît comme pas l'échec, mais cet avantage numérique-là qui faisait flèche de tout bois en début de saison, qui là est complètement, non seulement... perdu. C'est ça... Ça m'apparaît, ça, statistiquement et à l'œil, ça concorde. Ça concorde plus, non? Je veux dire que ça, c'est un problème qui m'apparaît... ça me semble pas être de la malchance. Je dis peut-être que les gardiens, il y a un peu de malchance. Dans le cas de l'avantage numérique. Ah oui. OK, le test de l'œil corrobore exact, la c'est ça, Ouais. exactement. Okay, excuse-moi, je t'avais pas suivi là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, dans les 5, ils n'ont pas eu d'avantage numérique hier. Là, mais hier, c'est zéro. Hier, il n'y a pas un tir. Rien. Les 2 séquences à 5 contre 3 contre Boston de quoi? Une minute et demie puis une 50. Ça fait mal, ça. Tu sais, ils ont eu, corrige-moi si je me trompe, là, je ne couvrais pas le match, mais quand même, ils ont eu un tir, je pense, au but pendant cette séquence à 5 contre 3-là. Un tir au filet, d'autres tentatives, mais quand même... Je pense qu'ils ont eu 2 chances. Tu ne mérites pas de remporter la rencontre quand tu laisses filer des occasions comme celle-là. Et comme tu dis, tu le sens pas venir, le but. Là. On n'est pas capable de déstabiliser l'autre équipe particulièrement. Non, c'est ça, c'est trop statique. Il n'y a même pas de grande chance de qualité qui émane de tout ça. Donc, l'avantage numérique est un peu pas mal perdu en ce moment. Là. Mais bon, mais il est devenu périphérique, on dirait. Souvent, il n'y a même plus personne dans l'enclave. C'est ça, en début de saison. Tout passait par l'enclave. Tout le monde essayait de trouver Bolduc dans l'enclave où ça se passait avec Caulfield sur le bord du filet. Puis là, à un moment donné, c'est devenu fou. Ça s'est étendu. Quand Demidov, pas longtemps après que Demidov ait embarqué sur la première unité, effectivement, mais ils essaient de créer beaucoup de mouvements. Donc, des fois, il n'y a personne. Puis des fois, Slavkovski ou peu importe va venir s'insérer dans la position de bumper qu'on appelle, donc dans l'enclave. Mais effectivement, c'est plus une formation aussi classique que ce qu'on avait avant. Puis Caulfield disait, j'en avais parlé un peu, puis il disait, effectivement, c'est une espèce de work in progress. On est encore à trouver nos repères là-dedans, sauf qu'au début, quand Demidov est arrivé, vu que c'était très différent probablement de ce qu'il faisait avant, puis que les autres équipes, quand faisaient leur comment on dirait, scouting report là, en français, le rapport de dépistage, à propos du Canadien, là, se retrouvait avec une toute nouvelle configuration d'avantage numérique qui n'avait peut-être pas été tant étudiée, assez imprévisible, menée entre autres par Demidov, et ça a très bien fonctionné au début. On roulait à 40% pendant plusieurs matchs avec l'arrivée de Demidov au sein de la première vague. Puis là, tout ça a changé et on semble se chercher un peu. C'est moins clair quelle est la formule gagnante.
Avez-vous été surpris de voir Bolduc s'aligner avec Suzuki et Caulfield hier officiellement en début de match? Est-ce que, puis je fais le parallèle, moi, ma première réaction, c'était de me dire, est-ce que c'est encore cette idée de vouloir avoir les mêmes joueurs au sein d'un trio qui sont sur une unité d'avantage numérique parce que ça coïncidait enfin avec Je pense pas. l'arrivée de Bolduc ou le retour de Bolduc sur la première unité? Rapidement, je ne crois pas. Le Canadien avait marqué un but à 5 contre 5 à ses 3 derniers matchs. Il était dans une léthargie. Il y a des trous là aussi à cause des blessures, évidemment. Exactement. Et il y a un collègue de la presse qui rappelait que le trio Suzuki, Caulfield, Slavkovski avait passé les 76 derniers matchs ensemble. C'est très bien la stabilité, mais des fois, quand tu vois une perte de vitesse, peut-être que ça vaut la peine là, de brasser la soupe un peu. Et j'ai l'impression que c'était pas mal la raison derrière ce changement-là. Puis honnêtement, j'ai trouvé Slavkovski en vie contre Columbus. Là, on dirait qu'il trouvait important de prendre la responsabilité au sein de son trio. C'est lui le vétéran. Hein? Complètement. Ils n'ont pas eu un fort pourcentage de possession de rondelles, mais ils ont créé quand même des choses en attaque. Il n'y a aucun point, Slavkovski, mais il est à l'origine de 2 buts. Là. Oui, il y a eu un bel échange avec Demidov qui a mené au bout. Avec Demidov, Matheson, tout ça, mais c'est lui qui a commencé à créer ce mouvement-là en zone. Absolument. Puis, quand est-ce qu'on le voyait transporter la rondelle en zone offensive avec autant d'appétit, j'oserais dire. C'est comme s'il est tellement habitué de laisser ce rôle-là à Suzuki Caulfield qu'on a vu un gars un peu différent. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé son match. Dans le cas de Bolduc avec Caulfield et Suzuki, ça n'a pas été extrêmement concluant. Mais bon, c'est un jeune joueur qui se greffe à des gars qui sont habitués de jouer ensemble depuis longtemps. Dans ce temps-là, je pense, dans la position de Bolduc, la meilleure chose à faire, c'est de dire, écoutez, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous espérez de moi? Là? Puis je vais le faire, puis je vais vous donner la rondelle, puis ça va bien fonctionner. Mais ça, le trio de Suzuki a eu quoi? 40% de possession de rondelle. Celui de Kapanen, 36%. Et le trio de Roy, Evans et Anderson a eu une des meilleures performances que j'ai vues. Écoute, ils ont eu 87,5% de contrôle des tentatives de tir. Ils ont eu 5 chances de marquer dans le match. Ils ont marqué. Anderson, quand il était sur la patinoire, son trio a eu 90% de contrôle des tentatives de tir. Là. Fait que ça a été un bon match pour eux. Puis le trio de Veleno, Davidson, Gallagher ont été 50-50. Là. Ça a été correct. Alors, ils n'ont pas le choix. Là. Ils sont engagés dans cette voie-là. Ils ont des blessés à long terme, puis il va falloir qu'ils gardent la tête hors de l'eau. J'aime ce que je vois de Davidson depuis qu'il est arrivé. Moi aussi. Tu vois que c'est un gars qui a l'intelligence d'être placé au bon endroit dans les matchs. Il a déjà obtenu plusieurs chances de marquer dans les deux matchs. Il n'a pas peur de se salir le nez. Non, exact. Je l'aime bien, Davidson. Je pense qu'il va avoir une carrière. Ouais, c'est dommage pour le trio d'Evans et particulièrement pour Joshua Roy parce qu'ils ont donné dans tout le match 2 tentatives de tir à l'adversaire. 2 tentatives de tir. Il y en a un but là-dedans. Roy a cafouillé devant le filet. Tout le monde a cafouillé. Il a échappé son homme. Ça a cafouillé avant. Oui, bien là, c'était cafouillage. C'était une erreur flagrante. Ce but-là était évitable. Oui. Ouais. Est-ce que... Oui, bien, OK. Parce que je suis content que les statistiques, moi, enfin, ce que tu viens de dire sur le trio, ce soit positif parce que Joshua Roy, là, la question est là. Est-ce que c'est comme McCartney? Là? Est-ce que c'est la dernière fois? Joshua Roy, c'est comme McCartney. C'est comme McCartney. Ça, c'est une deuxième suggestion de titre pour le balado, Jack. Est-ce que c'est la dernière fois? Est-ce que c'est sa dernière chance? Ben, je pense pas, là, mais la question est là. Puis, ce serait le fun. Puis, j'espère. Puis, globalement, ces 4 unités-là qu'on a vues hier, tu sais, j'espère qu'on va les voir, qu'on va leur donner du temps, là, qu'on va les voir, la stabilité prévalait. J'espère qu'on va leur en donner un petit peu parce que Slavkovski, Demidov, ça a peut-être du potentiel, c'est peut-être l'avenir. Ouais. Bolduc sur le premier trio, sur papier, tout est là pour que ça fonctionne. Il suffit juste là, qu'on se trouve. Il peut jouer un rôle similaire à ce que Slavkovski faisait. C'est un gars qui est excellent en échec avant, qui frappe. Et qui peut créer de l'espace à Suzuki Caulfield, aller leur redonner la rondelle, tout ça. Donc oui, sur papier. Et le trio d'Evans puis le trio de Veleno qui a bien fait, tu sais, souhaitons-nous un peu de stabilité, non?
Ben, ils n'auront pas le choix. Ça va en prendre. Tu sais, là, la situation d'urgence vient d'être déclenchée. Là, plusieurs blessés en quelques jours. Tout le monde est sur l'adrénaline un peu. Il faut qu'on s'ajuste. Mais là, tu as un flot de matchs qui vient en grande quantité. Puis c'est d'être capable de maintenir ce niveau d'alerte-là pendant une longue période. Là. Fait que on verra ce que ça donnera, mais moi, j'ai aimé ce que j'ai vu à date. Là. Puis les gars qui arrivent de Laval n'ont pas l'air des extraterrestres. Non. Ils sont, Ouais. ils sont fonctionnels. Bon, oui. Alors qu'il fut un temps où, c'est ça, des fois, on la voyait, la différence. Là. Ceux qui venaient pallier aux absences, ça paraissait. Oui, puis ça, il faut absolument que ce bout-là du projet canadien fonctionne. Il faut que tu puisses faire appel à des gars dans la Ligue américaine qui vont faire le travail. Toutes les équipes, les bonnes, traversent des séquences où il y a des blessés, puis c'est autour du prochain, il débarque, puis il est capable de faire la job. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, Davidson, on le voit, il est tout à fait à sa place, en tout cas pour ses 2 premiers matchs. Des fois, avec l'adrénaline, ça va mieux, puis ça s'estompe par la suite, on verra. Mais oui, il va falloir, parce que ça prend ça. C'est pas exclu non plus que le Canadien déniche un joueur quelque part. Là. C'est sûr, Kent Hughes est très actif en ce moment. Il doit être sur le téléphone. Ben oui. Là, ça, c'est clair. Puis, ils ils sont renseignés pour aller chercher un peu de renfort. Je comprends, mais il était question de David Kempf, on en a parlé la semaine passée. Pas à quel prix dans le sens de qu'est-ce qu'il faudrait sacrifier, mais je veux dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un joueur de centre de 4e trio? Où est-ce qu'elle est la ligne? Là? C'est quoi du vrai renfort malgré les circonstances? Peut-être un vétéran de la Ligue nationale qui peut t'aider au centre. Idéalement, un centre gaucher. Ce serait l'idéal parce que là, il n'y en a aucun dans la formation. Donc, idéalement, un centre gaucher, un vétéran, un gars qui peut. Un gars de bottom 9. Bottom 12. 6, ouais. Qui peut t'aider. Peut-être même bottom 15. Tu comprends? C'est un gars de 4-5e trio, mais qui est capable de faire le travail pendant une quinzaine de matchs, peut-être jouer à l'aile, au centre si tu en as besoin, prendre des mises au jeu. Donc, évidemment, il y a les autres grandes lacunes à combler, puis la quête d'un joueur de centre de 2e trio demeure valable, là, mais c'est pas à ce temps-ci de l'année que tu trouves ça en un tournement. Donc, généralement. Oui, c'est plus rare. Pas mal plus rare. Donc, ce serait ça. Ce serait un gars à la David Kempf. Je trouve que l'exemple était bon. Juste parce que c'est mince, là. Il y a des blessures. C'est surtout qu'elles sont longues et quand même importantes quand on pense à Goulet, Newhook, surtout, là, qui jouait des rôles assez pivots. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, il pourrait en avoir d'autres. Puis là, qui tu vas chercher à Laval? Tu veux pas atteindre le point de brisure où là, tu dis, OK, on va se noyer. Là, puis là, exact. N'importe où tu appelles, tout le monde veut t'arracher ta vie. Tu as un rein et un bras. Fait que c'est ça. C'est mieux d'être prévoyant. Bon, est-ce qu'on a dit que Lane Hudson était bon? Est-ce qu'on l'a dit? Non, ben ça, c'était l'année dernière. Ça, t'as raison. Pas pu regarder hier soir. Oui, hier était bon. Mais juste pour finir là-dessus, regarder le balotage aussi. Je pense que c'est un contexte propice au balotage. Là. Et je suis certain que les équipes doivent faire particulièrement attention parce qu'il y a tellement de blessés à travers la Ligue en ce moment. La dernière semaine, ça a été une hécatombe complète, là, un peu partout. Et c'est certain qu'on doit faire extrêmement attention à ne pas soumettre des gars au balotage en ce moment parce qu'on se doute qu'on va les perdre pour rien. Puis dans le cas du Canadien, c'est sûr que c'est une équipe qui sauterait sur l'occasion. Ouais. Je voulais juste préciser. Non, c'est correct. Tu veux dire quelque chose sur Lane? Ou... Ben, je le dis qu'il y a eu une très bonne... Hier, lui et Strobel ont eu 80% de possession de rondelles dans le match. Hudson a acheminé beaucoup de rondelles au filet, ce qui est sa force. Il n'y a pas un tir puissant, mais d'être capable d'acheminer la rondelle au filet, peut se passer n'importe quoi. Ouais. Et Jed Greaves, hier... le gardien des Blue Jackets, donnait beaucoup de retours, particulièrement dans la première moitié du match. Fait que ça a été une belle soirée pour Hudson. On en parlait, je pense, l'autre fois sur la passerelle, Alex et moi. On trouvait que Lane était un petit peu moins dynamique en zone offensive ou dansait un petit peu moins sur la ligne bleue. Hier, c'était lui. Ouais, c'était lui. Il a retrouvé son... Il se ressemblait, comme on entend parfois dans l'entourage de l'équipe. Question du public, réseaux sociaux.
Questions du public, réseaux sociaux. La version originale du thème, la version courte originale du thème, alors qu'on vous demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du TikTok de Tellement Hockey, avec toutes ces blessures, qu'est-ce qui vous inquiète le plus chez le Canadien? Alors, on commence sur le book. Philippe qui dit que le beau Nick aille au JO à Milan. C'est bien beau l'Italie, mais on va avoir besoin de son énergie pour le hockey du mois d'avril. Et tantôt, on dit, et là, tout le monde en parle là, de ce tir bloqué à Philadelphie et que Nick n'a pas l'air... il l'est pas. Il rate un an. A-t-il repris d'ailleurs les entraînements réguliers? Il en a fait un. Il en a raté plusieurs. Il en a raté plusieurs. Puis on voit là, ça se voit un peu. Puis effectivement, là, c'est les jeux... c'est un point tout à fait valable. Voilà, bon. Serge, rien ne m'inquiète. On a une bonne équipe et on va retrouver le bon chemin, pas de panique. Bon. Mais je pense que... C'est lui qui devrait animer ou produire le balado. Le signataire, de nouveau signataire. Le nouveau signataire. Non, il devrait animer. S'il y a une zone où il y a matière à amélioration, c'est là. C'est dur envers toi. Ah, ben non, c'est comment dire, c'est de l'hypocrisie. C'est de la fausse modestie. Bazin. C'est bon. Bazin. OK, poursuis. Tu le sais, si quelqu'un oui, je sais bien. c'est toi. Sur le gram, LJ Cloutier, la difficulté du Canadien à faire face aux équipes plus robustes est préoccupant. Ça, c'est une inquiétude globale à court, moyen et long terme. Tchernobyl, le retour des simulations de Tankathon, ça, moi, ça m'inquiète pour vrai. Oui, ça, c'est... Ça m'inquiète. Ça, on veut plus. Ça. On n'en veut plus de ça. Ça, on a donné. Sur le tube, Popocaus, 95-41. À ne pas confondre avec Popocaus, 95-40. Je pense que les gens ont peur de donner leur nom. Des fois, c'est parce que ton nom n'est pas disponible aussi. Là. Ouais. Ça arrive. Le temps perdu pour le développement des jeunes joueurs blessés, bien ça, on va y revenir. Éric, sur le TOC, on n'a pas de profondeur et ça rend notre DG en position vulnérable pour faire un échange. Et toujours sur le TOC, et c'est là-dessus que je vais aller, Maude qui dit « Goulet est le plus inquiétant » parce que c'était un peu ça le sens de la question. Là, Kirby, ça allait bien. Caden, ça va, c'est toujours un peu la même chose. Newhook, c'est un peu nouveau, là, mais dans le cas des deux premiers, c'est parce qu'ils sont bons. Là, ils sont bons, mais s'ils ne peuvent jamais jouer, c'est un problème. Parce que jusqu'à quel point, ouais, c'est ça. ou dans le jello, ou un autre dessert. Là. Mais c'est fascinant quand même qu'il y a des... Ils sont jeunes, ils sont bien Gros, entraînés, ils sont bien grands, nourris, ils sont forts. Font peur. Mais il y a des gars à répétition qui sont blessés saison après saison. Ça peut être jamais... Pas toujours la même blessure, pas toujours au même endroit, mais qu'il y a des gars comme ça qui a une forte tendance à rater beaucoup de matchs par saison. Pauvre Dak, là. Là, on va en parler cliniquement, là, puis ça va être froid, mais empathie, là. Mazan, pauvre Dak, là, je veux dire, le gars, comme s'il n'avait pas déjà assez mangé son pain noir, puis là, ça recommence, puis pouf, autre chose. Ça a été poignet au début de sa carrière, genou. C'est quoi, c'est un pied fracturé en bloquant un tir. Ouais. Mais au moins, c'est 4 à 6 semaines. Là. On est habitué quand Dak part, c'est comme pour 8 mois. Donc, c'est un coup dur parce qu'en plus, il commence à se relancer un peu. Puis, mais Newhook aussi avait été blessé. C'était pas la même. Est-ce que c'était la même cheville? Mais en tout cas, sa première saison avec le Canadien, avait joué une 50aine de matchs, il me semble, parce qu'il avait été blessé. Il avait manqué un bout de temps. Puis, je suis d'accord avec ses modes, je pense qu'il disait ça. Caden Goulet, c'est le plus inquiétant. C'est franchement inquiétant parce qu'il n'a disputé aucune saison. Ben, premièrement, il est plus important pour le CH, je pense, au moment où on se parle, que ne l'est Kirby Dak. Ou même Newhook. Ou même Newhook, oui. Et là, c'est 70, je pense, le plus grand nombre de matchs qu'il a disputé en une saison, ce qui est bien, mais à part ça, c'est vraiment moins. Et là encore cette année. Donc, je ne sais pas comment tu réagis en tant que gestionnaire quand tu es aux prises avec de façon froide et calculatrice. C'est ça, c'est ce qu'on fait, là. C'est ce qu'on est. T'es Kent Hughes, Jeff Gorton, puis tu dis, bon, il amorce son nouveau contrat, c'est un excellent défenseur, c'est un meneur d'hommes, on mise sur lui à long terme. Ça fait 4 ans qu'il joue avec nous, puis il n'est pas capable de disputer une seule saison complète. 22 ans, 23, 24. La même chose avec Dak, ce qu'on disait la saison dernière, c'était
À un moment donné, tu arrives à un point, il faut que tu arrêtes de le placer au centre de ta stratégie de développement. de construction de l'équipe. Là, tu te dis, lui, on le met dans une case à part, puis s'il se joint au groupe, Tant mieux. mais on arrête de se fier sur lui comme si c'était un pilier parce qu'il n'est jamais capable de jouer la saison. Est-ce que cette réflexion-là vaut pour Goulet maintenant? Ben là, ça commence, ça s'ajoute encore. C'est ça. Mais Goulet est sous contrat, donc... Oui. Comment dire... Non, mais moi, j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux. Bon, tu me diras, faut pas trop se fier à ça, mais quand sur même... quel réseau, mettons? Je me rappelle plus, honnêtement. Sais-tu... mais échangeons-le pendant qu'il est encore temps, tu sais. Mais là, c'est pas le temps, là. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est... Moi, je crois pas à ça, là. Ce genre de défenseur-là, le Canadien n'en a pas beaucoup, puis ce serait bien qu'il puisse jouer pour l'équipe, là. Mais... il y a des gens qui commencent à se poser la question. Tu sais. Mais c'est lui dont la situation, dont la santé est la plus inquiétante, entre guillemets, mais son sort est scellé. Là. Il est sous contrat pour encore 6 ans. Ce qui n'est pas le cas de Dak et Newhook dans une moindre mesure. Tu sais, puis comme Martin dit, à un moment donné, tu sais, je sais, Goulet, il est sous contrat. Son sort est scellé, tu peux l'échanger. Là. Ben, écoute, tu n'auras pas de... S'il revient en pleine forme, Kaden Goulet a une grande valeur, je suis convaincu. Là. Malgré son historique de blessure? Je pense que... parce que c'est la raison pour laquelle... C'est la seule raison pour laquelle le Canadien l'échange. Oui, mais il y a souvent une équipe qui... Toujours quelqu'un qui dit avec nous, il va être en forme. C'est ça. On va bien s'en occuper. Non, mais ça arrive aussi des gars qui ont de la difficulté avec ça en début de carrière, puis qui finalement, par la suite, disputent beaucoup de matchs. Tu sais, Andrei Markov était plus vieux, mais quand il y a eu ces 2 reconstructions au genou, là, l'une après l'autre, puis qu'il avait on pensait qu'il était fini. On pensait que c'était terminé, puis il a disputé encore 5-6 autres belles saisons avec le Canadien. Donc, peut-être qu'une fois que tout est réparé, ça se peut que ça tienne pendant un bout de temps. C'est meilleur, comme l'opération Tommy John. Oui, ou à l'épaule. Regarde, c'est moi qui fais des analogies de baseball. On passe trop de temps ensemble. Dans quel monde nous vivons? On va finir par faire quelqu'un avec toi. Mais l'opération de la Tommy John, c'est spécial. Là. C'est la seule opération qui améliore les athlètes par rapport à ce qui était auparavant. Mais c'est ça, tu te fais opérer à un genou comme hockeyeur, il y a quelque chose que tu perds. Ça revient proche de 100%, mais ça ne revient pas à 100%. Puis quand tu te reblesses souvent aux mêmes endroits, il y a beaucoup de blessures, Goulet, paroi abdominale, laine, etc., dans cette région-là. Fait que je ne sais pas s'il y a une faiblesse. Commotion cérébrale. Ouais. Genoux aussi. C'est ça, c'est un peu partout. Faiblesse, là. Mais ce qu'on appelle le corps, le tronc. La partie centrale du corps, la paroi abdominale et l'aine, c'est revenu quelques fois. Et puis c'est pour ça qu'il voulait éviter l'opération. Puis c'est pour ça que Patrick Laine, l'année dernière, a réussi à éviter l'opération. Mais les athlètes le savent, là, que des fois, ça revient jamais exactement comme avant. Federer, à l'époque, avait dit « J'ai toujours tout fait pour éviter l'opération quand je me blessais, quitte à prendre un peu plus de temps parce que, selon moi, à partir du moment où je devais passer sous le bistouri, ça allait être un peu le début de la fin. » Puis ça lui est arrivé, je pense, en 2016. Il s'est blessé en donnant le bain à ses enfants, là, après une demi-finale à l'Australian Open, aux internationaux de tennis d'Australie. Et il a dû être opéré au genou. Puis ça tient. Tu reviens, tu fais une longue rééducation, ça tient pendant un bout de temps. Mais quelques années plus tard, en entrevue, il dit « J'avais raison. Ça a été pour moi, à ce moment-là, le début de la fin. » Il en restait un peu, mais ça a été le début de la fin. Bon, ça nous avait échappé, Martin, mais tu ramènes à notre attention que c'est ça, si on ne fait pas de simulation, parce qu'on ne fait plus ça, des simulations pour le Tankathon à Montréal. Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est ça, au moins. 18 novembre 2025. Le bouton panique est caché. La chevillette, le fil est tapé au mur. Mais Gavin McKenna, qui est attendu comme étant le premier choix, c'est consensuel, le premier choix du prochain repêchage. C'est un début de saison. Évidemment, on a fait grand bruit là, du fait qu'il quittait la Ligue junior de l'Ontario pour aller jouer dans la NCAA, de l'Ouest, pardon, merci. Medicine Hat. C'est vrai, tu as raison. Ils ont fait grand bruit de ça. Apparemment qu'il est millionnaire maintenant. Ça, moi, je ne m'explique pas ça, là, mais il faudra qu'on... Qui paye pour ça? L'université, c'est ça? Oui. Mm-hmm. C'était pas ça. J'avais compris, moi, qu'ils avaient le droit d'avoir des commanditaires. Ils avaient le droit de vendre leur image. Je n'avais pas compris que l'université allait leur faire un chèque, mais enfin, c'est peut-être le sujet d'un épisode à venir.
Bref, est-ce que c'est l'argent qui l'a amoindri? C'est pas le début de saison. Enfin, si on se fie au standard des récents joueurs de ce calibre-là, ou enfin, pas de ce calibre-là, mais si on prend juste Macklin Celebrini, par exemple, là, on n'est pas là. Là. Oui. Mais écoute, je trouve ça intéressant. Il y a un confrère du site athlétique qui a publié un papier là-dessus ce matin, mardi, si ma mémoire est bonne, et il disait avoir discuté avec plusieurs recruteurs de la Ligue nationale qui disaient ne plus avoir McKenna comme premier choix sur leur liste. Et donc, c'est ça, Gavin McKenna, là, la saison dernière, à titre de joueur qui était jeune dans la Ligue de l'Ouest, là, il a commencé la saison à 16 ans, la saison dernière. Il a amassé 129 points, 41 buts, 88 passes. Quand on l'a vu sur la scène internationale avec l'équipe Canada, il a été absolument dominant. Et à la fin de la saison, après le tournoi de la Coupe Memorial, il a annoncé qu'il s'en allait jouer à Penn State. Penn State qui joue dans la conférence Big Ten, dans la NCAA. Penn State, c'est pas une puissance. Là. Dans cette conférence-là, tu as Michigan, Michigan State, Wisconsin. C'est des gros programmes. Très bonnes équipes. C'est ça. Alors, et Penn State ne fait pas partie, c'est un programme assez récent, ne fait pas partie de ces puissances-là. Et donc, lui, il a décidé qu'il s'en allait jouer, qu'il faisait le saut dans la NCAA. C'est quand même un jeune homme donc, qui arrive à 17 ans dans une équipe qui n'est pas une équipe de premier plan et qui joue maintenant contre des hommes là, de 22, 23 ans. Et à date, en 14 matchs, 15 points, 4 buts, 11 passes, 15 points. Si on compare Macklin Celebrini en 2023-2024, il avait 64 points à la fin de la saison en 38 matchs. Mais à Boston University. À Boston University. Avec Lane Hudson, avec... Dans un gros programme entouré de joueurs vedettes. Là. Alors, est-ce que c'est le temps de paniquer? Est-ce que les gens s'attendaient à voir un gars de 17 ans débarquer dans la NCAA et brûler ça comme il dominait dans les rangs juniors? Si oui, écoute, je pense qu'ils ne connaissent pas trop le hockey. C'est difficile de jouer dans la NCAA. Là. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Il y a peu de matchs par semaine. Il y a beaucoup d'intensité. Et sans doute qu'on s'attendait à ce qu'ils produisent un petit peu plus que ça, mais c'est quand même un petit gars qui vient du Yukon, qui jouait dans la Ligue de l'Ouest et qui, là, du jour au lendemain, arrive à Penn State, dans un autre environnement totalement. Il doit y avoir une adaptation. Des exigences scolaires aussi. J'imagine qu'il faut qu'il soit inscrit à un certain nombre de cours et tout ça. Donc, c'est tout un nouvel environnement à assimiler. Mais ça vaut la peine, je trouve, d'observer cette situation-là. On va le voir au championnat mondial junior dans un peu plus qu'un mois avec l'équipe canadienne. Et ça va être intéressant de mesurer où il va se situer par rapport quand on va le replonger dans un bassin de joueurs de son âge. Mais on s'entend, là, s'il était resté à Medicine Hat, il aurait probablement connu une saison de 150 ou 160 points. Là. Alors, c'est intéressant et je trouve que ça fait peut-être juste confirmer aux joueurs qui arrivent à 18 ou qui vont arriver à 18 ou 19 ans dans les rangs juniors, dans des positions dominantes. Il y a un moment donné où leur agent ou leur conseiller ou leur équipe de la Ligue nationale va dire « ce serait peut-être bon, au lieu de rester dans la facilité dans les rangs juniors, regarde ce qui est arrivé à Gavin McKenna. » Un peu d'adversité. D'aller te préparer à jouer dans la Ligue nationale contre des gars plus gros, plus forts, dans un calibre de jeu un peu supérieur. Ou à l'inverse, non? Et c'est normal. Oui, l'inverse. Il y a des gars qui sont... Peut-être qu'il y a des agents qui vont dire à leur gars, est-ce que c'est vraiment la bonne voie à suivre? Es-tu prêt? Est-ce vraiment la bonne voie à suivre? Ben c'est ça. Il faut être capable de mesurer, de choisir pour le joueur, pour l'individu, qu'est-ce qui lui convient le mieux. Il y a des gars à qui on fait gravir les échelons trop rapidement et on les prive de cette sensation-là que tu as très rarement là, quand tu es un athlète d'élite, d'être dominant, de pouvoir prendre des responsabilités, de gagner confiance, d'être le leader de ton équipe. Et il y a des parents qui font ça au hockey mineur avec leur enfant. S'il est dominant dans les rangs novices, ils veulent qu'à sa deuxième année novice, il soit surclassé dans la tombe immédiatement. Puis là, ça fait en sorte que
si tu n'es jamais dominant dans ta vie ou tu n'apprends jamais à être un leader dans ton équipe, penses-tu que tu vas le devenir quand tu vas atteindre la Ligue nationale ou est-ce que tu vas atteindre la Ligue nationale si tu ne vis jamais ces expériences-là? Mais McKenna l'était dominant. Là. C'est ça. Nettement, Ça, c'est il clair. brûlait. Oui, il n'y avait probablement rien d'autre à aller chercher, lui, Exactement. dans la Ligue junior. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir sa deuxième moitié de saison. Ça va peut-être lui prendre un certain temps à s'acclimater à ça, puis il va se mettre en marche, mais il ne joue pas pour un gros programme aussi. Je regardais dans leur conférence, Penn State, ils ont comme 6 matchs de jouer, puis ils ont marqué 13 buts. Là. Puis hors de leur conférence, ils ont des matchs un peu plus faciles. Là, ils marquent beaucoup, beaucoup plus de buts. Alors que on verra comment ça va, mais il est quand même en ce moment 17e marqueur sur la scène nationale américaine. Et il est le premier freshman, le premier joueur recru. Il est le plus performant. Meilleur, ouais. Alors, c'est quand même pas si pire que ça. Et il est très jeune, là aussi. On n'est pas habitué de voir des gars de cet âge-là. Il est né le 20 décembre. Oui, exact. Celebrini était très jeune aussi. Mais oui, puis 4e marqueur de son équipe. Je regardais ça rapidement. Il y a quand même d'autres joueurs, mais l'entourage, il est pour beaucoup là, dans la NCAA, je pense, quand tu débarques. Puis il y a quand même d'autres gars qui ont été repêchés. Ils sont 7 au total à avoir été repêchés, mais des gars repêchés à 19 ans, à 20 ans, leur 3e année d'admissibilité. Ce sont tous des choix 6e tour, 7e tour. Il n'y a aucune vedette là. Beaucoup de choix, beaucoup de futurs gars de 4e trio. Exact. Et peut-être Dans la Ligue 3e, ça va américaine. bien. Oui, dans la Ligue américaine. Il y a un seul gars qui a un profil un peu plus élevé, le premier marqueur, Charlie Serrato, qui a été repêché au 2e tour l'année dernière à 20 ans. Sinon, tous les choix, c'est des 5, 6e et 7e tours. Alors, c'est sûr que c'est pas le même entourage, on s'entend. Si tu regardes 17 ans, là, tout le monde a 21, 22, 23 là, ou presque. Donc, donnons-lui le temps. Mais j'ai très hâte de le voir au championnat. C'est ça. Je pense que le championnat mondial junior va être une occasion pour lui de replacer les choses Ça pose un tout nouveau défi aussi aux recruteurs, la façon d'évaluer ces gars-là alors que jamais ils ont eu à le faire dans ce contexte-là avant. Là, des gars de 17 ans qui débarquent dans la NCAA, tu t'attends probablement à ce qu'ils fassent des flamèches, puis là, finalement, le gars produit un point par match qui est bien, mais pas nécessairement dépendant de l'âge du gars, pas nécessairement annonciateur d'une super vedette. Alors, dans leur évaluation aussi, c'est nouveau. Là, et il se fait voir par un différent groupe de recruteurs aussi. Là. Le gars qui couvre l'Ouest canadien pour les Bruins de Boston, il le voyait jouer à Medicine Hat, il le voyait dominer. Là. C'est un autre gars des Bruins qui va jouer Penn State régulièrement, puis peut-être un autre recruteur régional responsable. Puis là, eux autres, ils le voient pas. Ils l'ont pas vu dominer. Ils l'ont pas vu dominer ou ils l'ont moins vu. Puis là, ils disent, est-ce que c'est ça le premier choix au total de la prochaine séance? Et généralement, c'est ça, les recruteurs au hockey font face à un défi très particulier. Tu évalues des gars qui ont 17 ans, qui jouent avec des adultes en Europe, avec des gars qui ont 17 ans, qui jouent dans les rangs juniors majeurs canadiens, avec des gars qui jouent dans des prep schools américains, avec des gars qui jouent dans le programme national américain, avec des gars qui jouent à l'université. C'est tous des niveaux de jeu différents. Il faut que tu essaies de les projeter dans 5 ans. De les comparer, surtout. Oui, c'est ça. C'est tellement difficile. Tu sais, ce que les dépisteurs au football ont pas comme défi. Au baseball aussi, c'est beaucoup plus facile de comparer parce qu'ils jouent avec justement des gars de leur âge dans des ligues semblables. Le défi au hockey est particulier. C'est ça, il n'y a pas de tronc commun pour produire des joueurs. Mais là, c'est ça. Là, on a des gars qui commencent à changer de place, que ça change. Ça complexifie encore plus la chose. Mais et comme tu dis, c'est quand on le verra avec des joueurs de son âge, entre autres dans le cadre du championnat mondial, là, on aura ce comparatif-là. Moi, ça va être un cas d'espèce intéressant à surveiller parce que les statistiques, oui, c'est une chose, mais et je pense qu'Alex a en regardant d'un peu plus près l'alignement puis ses coéquipiers, il y a peut-être une piste de réponse là. Mais, tu sais, une fois que tu as dominé là où tu étais, d'augmenter le niveau de difficulté dans ton environnement, moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Fait que peut-être qu'il va laisser en termes de points ou en termes de stats et d'étincelles que ça fait, les gains vont peut-être être plus importants. Il dominait dans sa Ligue junior, il dominait sur la scène internationale dans son groupe d'âge. Je pense pas que c'était une folie non, c'est ça. de monter de calibre de jeu, mais c'est ça. Il est peut-être
Tu sais, un joueur de talent qui est entouré de joueurs un peu moins talentueux, ça paraît aussi. Il pèse 160, 165 livres. C'est ça. Je joue contre des gars de 22, 23 ans qui le ciblent certainement, qui le frappent. Le petit Canadien qui arrive pour nous montrer comment ça marche, on va lui montrer ça. Exact. Fait que c'est ça. Mais c'est un cas d'espèce intéressant. Ouais. C'est un nouveau phénomène. Merci, Gavin, d'ouvrir la voie pour nous tous et pour nous toutes. Federer s'est blessé en donnant le bain à ses enfants. Hein? Oui, oui. Moi, c'est fini, je touche plus à ça. La première... Mes enfants, ça a été la cause de la première opération de sa vie. Aïe, comment tu fais, pour vrai? J'étais pas là, mais il a glissé. Il y a de l'eau quand tu prends un bain, puis ça peut, des fois, avec les enfants, tu devrais le savoir, ça peut déborder, ça peut... Alors, il a glissé et s'est fait très mal. Comme quoi, le danger... Et partout. Partout. Ben oui, Jack Hughes aussi a vécu un épisode... Écoute, qu'est-ce qui est le plus vraisemblable? Moi, j'aimerais vraisemblable, on va dire. Moi, j'aimerais ça voir les images du restaurant de cet accident-là. Il y avait des caméras. Hein? Au Chicago Cut? Blessé, une coupure à la main dans un souper d'équipe au restaurant. Ben, un steak, moi, je vous l'ai dit. Je vous l'ai souvent dit, les gars, quand on fait notre souper annuel faites attention au steakhouse, les gars... C'est dangereux. C'est pour ça qu'on le fait à la fin de l'année. Mais ça, j'aimerais ça voir, tu sais, c'est... Et tout le monde... Vas-y, Martin, excuse. Laisse-les donc par contre. Oui, excuse-moi. Je suis un bon consommateur de restaurants. Là. Je suis vraiment un bon client. Mais ça t'est jamais arrivé? J'essaie d'imaginer comment tu peux... Tu sais, ça a été décrit un peu en termes vagues là, dans les médias. Un freak accident. Et tout le monde fait tout le monde pèse ses mots. C'est ça. Tous ceux qui ont accès à une information un peu plus privilégiée à propos de Jack Hughes semble marcher sur des œufs quand il en parle. Ouais. Donc, Alors, comment tu peux arriver à être en train de souper avec tes coéquipiers, tranquille, dans un restaurant, puis à sortir de là avec une blessure à une main qui va durer plusieurs semaines? Tu as confondu la fourchette avec le couteau, puis ça vous est jamais arrivé? Le pouce avec un morceau de... Ça arrive des accidents, là. Oui. Donc, mais c'est particulier, disons. On va mettre ça comme ça. Fait que, mais c'est ça, j'aimerais voir les images. Ne serait-ce que par souci de sécurité pour pas... T'as raison. Oui. C'est ça. Service public. Le contre-exemple. Oui. Ne faites pas ça. Si vous avez un steakhouse, vous devriez... c'est ça. Où j'aimerais discuter avec la personne qui assurait le service à cette table-là ce soir-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Enquête. Oui. Marie-Maud Denis à Chicago. On va mettre l'équipe là-dessus. OK. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Merci infiniment de ces quelques minutes. Ça a été un plaisir, messieurs. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Paraît-il. Merci infiniment, Alex. Plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Oh, hey, McCartney pour la dernière fois au Centre Bell. Ovechkin pour la dernière fois au Centre Bell, peut-être? Grosse semaine. Grosse semaine pour le Centre Bell. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.